Et salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Basile est à mes côtés, comment vas-tu mon cher Basile? Bah écoute, ça va super bien et toi? Bah écoute, plutôt pas mal, plutôt pas mal. On vous rappelle bien sûr, avant que nous rentrons dans le vif du sujet, pensez à vous abonner bien sûr à la chaîne, à liker la vidéo aussi. Et puis n'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait aussi toujours plaisir. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo en deux parties. On va parler des superstars que sont Nikola Jokic et McDavid. Connor McDavid, effectivement, qui ont tous deux pris la porte avec leurs équipes respectives au premier tour des playoffs. Nikola Jokic avec les Nuggets en NBA, McDavid avec les Oilers en NHL. Et donc, voilà, on va un petit peu se poser sur le cas de ces deux superstars. Qu'est-ce qu'elles vont peut-être devoir faire, elles, individuellement, ou leur équipe peut-être aussi pour améliorer ça. Mais effectivement, il fallait qu'on se pose sur les deux cas. On va donc commencer premièrement par Nikola Jokic. On va aller dans le Colorado, un joueur que tu affectionnes. Bon, tout particulièrement. Il faut quand même reconnaître que Nikola Jokic, en tout cas lors notamment de ses dernières saisons régulières, ça cartonne. On est sur un joueur qui tourne en triple-double de moyenne, qui a redéfini en quelque sorte un peu le poste de pivot. On est sur un pivot qui tourne à plus de 10 passes décisives par match en régulière. On n'avait jamais vu ça auparavant. Mais depuis le sacre en 2023, on a l'impression que tout doucement, les Nuggets arrivent un peu en bout de course. Aaron Gordon a raté quand même pas mal de matchs ces dernières saisons et a manqué une grosse partie de la série face aux Wolves. Il y a eu aussi d'autres petits pépins par-ci par-là. Jamal Murray est un petit peu irrégulier, Christian Brown aussi. Et donc après avoir été 2 fois en demi-finale de conf les 2 dernières saisons, éliminé une première fois face aux Timberwolves en 2024, éliminé la saison dernière par le Thunder en match 7. La saison dernière, cette année, ça prend directement la porte au premier tour. Une défaite 4-2 face aux Timberwolves, donc justement, qui ont quand même disputé une grande partie de la série sans Anthony Edwards, leur meilleur joueur. Et puis, on a un petit peu le sentiment aussi dans le chef de Jokic qu'il a eu du mal face à la défense des Timberwolves. Rudy Gobert l'a très très bien gêné. Et puis, défensivement, dans son rang à lui, Jokic, c'était pas non plus exceptionnel. Minnesota c'est plutôt bien gavé. Des points assez faciles laissés dans la raquette. Donc il fallait qu'on se pose autour de Nikola Jokic. Ça reste quand même une grosse surprise que de le voir sortir dès le premier tour. On a aussi vu quand même pas mal de réactions par le fait que quand Jokic était attendu comme ça dernièrement, il n'était pas toujours capable de répondre présent. On se souvient notamment des Jeux Olympiques avec la Serbie, où il a un petit peu répondu absent. Quel est un petit peu, toi, ton avis sur cette sortie précoce des Nuggets et surtout la sortie précoce de Jokic en premier tour de play-off? Alors, mon avis, on va dire critique, dira que c'est décevant au vu du statut du joueur. Maintenant, au niveau affect, je suis plus, on va dire, fan de la mentalité des Timberwolves qu'ils ont adapté depuis maintenant quelques saisons en allant tout simplement en play-off. Mais c'est clair que quand on regarde un peu d'un point de vue extérieur, un joueur de tel calibre ça fait maintenant bien plus de 6 ans, qui chaque année, il est dans la discussion pour le titre de MVP, on peut pas comparer ça à LeBron James, mais c'est comme si on prenait un LeBron James au top de sa forme, qui domine la ligue, qui est chaque année dans les discussions pour être MVP, qui ne passe pas le premier tour des playoffs. Donc effectivement, là, ça pose un petit problème, notamment que cette saison-ci, il est de nouveau dans le top 3 pour être élu meilleur joueur de la régulière. Donc là aussi, ça fait un petit peu choc. Moi, où ça me fait un peu moins choc, c'est que je trouve que cette équipe, ça fait trop longtemps que elle est connue, en fait. On n'a pas eu de changement ou de mise à niveau de l'effectif, puisque on est quasiment sur les mêmes cadres qui ont gagné en 2023, avec donc du coup Jokic, Murray et Gordon. Et autour, on a essayé de les encadrer avec des nouveaux renforts, avec notamment du Christian Brown, mais qui, on le voit dans cette série, n'a pas forcément répondu présent. Et je pense que c'est peut-être un peu le surestimer que de demander autant de la part d'un joueur comme Christian Brown. Alors on voit en régulière qu'il fait le taf, c'est un très bon role player, mais je pense qu'en playoff, il faut plus que ça. Et ça s'est vu notamment ici dans les match-ups, quand on le voit, les Wolves, ils ont des role players aussi, mais qui répondent beaucoup plus présents, notamment à Jaden McDaniels, qui est un magnifique soldat de Anthony Edwards. Et on avait notamment aussi à Dante DiVincenzo, où là aussi, malheureusement, il n'a pas su finir la série
malheureusement avec une blessure au tendon d'Achille, mais on le voit, c'est des joueurs qui sont là et qui incarnent aussi la mentalité des Wolves, et on le sent qu'ils ont un réel impact dans l'effectif quand il y a un run qui se fait, chacun a son rôle. Que du côté ici de Denver, c'est vrai que dans la série, c'est surprenant en limite de même les voir sortir, alors que comme je l'ai dit, tu as DiVincenzo qui était blessé, tu avais en plus de ça Anthony Edwards aussi qui s'est fait quand même salement peur avec son genou. Donc normalement pour une équipe du calibre des Nuggets, quand tu as ces signaux-là qui se mettent dans ta match-up avec, donc du coup, Anthony Edwards, le franchise player de l'effectif, et un sidekick comme DiVincenzo qui sait artiller à 3 points, normalement, c'est une série qui doit être pliée par les Nuggets. Ils n'ont pas réussi à le faire. Alors, il y en a qui vont dire que, oui, Aaron Gordon, lui aussi, était blessé. Et j'ai envie de dire, à ce jeu-là, t'es un perdant contre 2 perdants, puisque du côté de Denver, Murray était là, Jokic était là, Christian Brown était là. Donc, j'ai envie de dire, les gars sur qui tu comptais en régulière, la majorité était présente dans la série. Et malheureusement, on le voit dans la fin de série, notamment le game 5 et le game 6. Christian Brown et Jamal Murray ont complètement disparu de la circulation. Un peu comme à leur habitude. On avait aussi l'habitude de leur reprocher ça avant 2023, où justement, quand ça devenait un petit peu le moment critique, Jamal Murray disparaissait un petit peu. On l'a vu aussi avec Team Canada, où Jamal Murray avait tendance aussi à un peu s'effacer. Donc, c'est un problème qui est connu et qui est récurrent, malheureusement. Et donc, effectivement, depuis 2023, on est forcé de constater qu'il y a un problème quand même chez les Nuggets. Ok, donc toi, du coup, selon toi, le problème majeur, en tout cas, ce serait plutôt l'entourage, finalement, de Nikola Jokic, en tout cas, la manière dont les Nuggets ont décidé de l'entourer. C'est vrai que si on va même aussi sur le banc, avec le coach, on s'est quand même séparé la saison dernière, juste avant le début des playoffs de Malone, qui va, il me semble, signer du côté de North Carolina en NCAA, qui va aller chercher un bon gros chèque sur le banc d'une des plus prestigieuses universités. Mais on était sur un entraîneur quand même assez charismatique, avec pas mal d'idées, qui avait quand même finalement mené cette équipe à une finale de conf, si je dis pas de conneries, dans la bulle en 2020, face aux Lakers. Puis ensuite, tu avais quand même été en finale en 2023. Nikola Jokic, s'il a passé un step, c'est aussi, je pense, en grande partie grâce à Mike Malone. Adelman, il a été un petit peu choisi comme ça. Alors, on a eu quelques explications qui sont sorties récemment, comme quoi Denver avait peur de voir qu'il était assistant de Mike Malone. Il avait peur de voir une autre équipe NBA se ruer sur lui et proposer un très gros chèque. Donc, c'est pour ça qu'ils ont anticipé finalement le fait de peut-être le perdre. Et c'est la raison pour laquelle ils auraient dégagé Mike Malone juste avant les playoffs pour faire signer Adelman. Maintenant, voilà, est-ce que c'était réellement la bonne option ? Je ne sais pas. Il va peut-être falloir quand même se poser sur le cas du coach. La saison dernière, tu as quand même perdu en 7. Alors oui, ok, c'était face au Thunder, mais c'était qu'une demi de conf. Avant ça, tu bats les Clippers au bout d'un 7e match. Donc, tu n'étais quand même pas non plus hyper convaincant face à une équipe assez vieillissante qui est un petit peu déjà en fin de cycle. Là ici, cette saison, tu as quand même une série où après 3 ou 4 matchs, l'équipe adverse perd 2 de ses 5 joueurs de starting line-up, dont sa star avec Anthony Edwards, et au final tu gagnes juste le match numéro 6 à domicile, mais sinon tu prends une roast au match 6. Avant cela, les 2 autres matchs à l'extérieur, le match 3 et 4, tu prends aussi des pilules où tu es toujours à moins de 100 points scorés et tu en prends 110 ou 115. C'est pas normal. Donc attention quand même à Adelman. Et puis c'est vrai que ça peut se comprendre aussi ton opinion d'un point de vue des joueurs. Maintenant Denver, ça reste pas le plus grand des marchés. Je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec les Bucks de Milwaukee et Giannis Antetokounmpo. On a une superstar, un joueur de calibre MVP dans tes rangs, mais tu es un petit peu limité finalement dans les options que tu as et les choix que tu peux faire, parce que généralement ce sont des équipes Denver-Milwaukee qui peuvent se reconstruire via la draft, mais rarement via des trades. On a rarement vu Milwaukee et Denver être hyper actifs lors de la trade deadline ou lors de la free agency. C'est pas une destination numéro 1 dans la tête des free agents que d'aller à Denver, dans le Colorado. La ville est quand même sympa et le Colorado en soi est agréable à visiter, mais ça vaut pas Los Angeles, ça vaut pas New York, ça vaut pas non plus peut-être même Chicago. Et puis on est sur une franchise qui est
pas aussi prestigieuse. Donc c'est que ça peut peut-être un petit peu s'expliquer. Maintenant, c'est sûr que oui, Jamal Murray, il a connu, il me semble, un très gros run de playoff dans la bulle. Il n'a pas été mauvais en 2023, mais au-delà de ça, il y a souvent beaucoup de trous d'air. En régulière, c'est pas non plus toujours exceptionnel. Cette saison, ça allait, mais les saisons précédentes, c'était pas ouf. Aaron Gordon, c'est un excellent lieutenant côté Jokic, mais ça fait, il me semble, 2-3 ans depuis le titre qu'il a du mal à finir une saison. Il est souvent blessé. Donc, est-ce qu'il va peut-être quand même pas falloir essayer de songer à s'en séparer pour aller chercher un joueur qui joue? C'est ça. Et puis derrière, oui, on a Christian Brown que tu as drafté, que tu as développé. Il me semble qu'il a été prolongé avec un gros contrat ou qu'il risque d'être prolongé avec un gros contrat. Tu n'as pas trop le choix si tu veux le conserver, effectivement, et ne pas le perdre contre rien. Mais est-ce que réellement, Christian Brown, tu as le lieutenant autour de Jokic? On ne sait pas. Tu avais décidé d'échanger Murray pour aller... Michael Porter Jr. plutôt, pardon. Porter Jr., tu l'avais échangé pour récupérer Cam Johnson, je crois, si je dis pas de conneries, des Nets. Bon, on a vu que c'était quand même pas non plus exceptionnel, donc il va peut-être effectivement falloir un peu creuser autour de Jokic. Maintenant, j'aimerais quand même faire un tout petit focus sur Jokic, parce que bon, on parle quand même de la superstar. Alors oui, son équipe est sortie au premier tour et c'est assez surprenant, mais je trouve que cette saison, vraiment, alors la régulière, elle a été incroyable. S'il est MVP en soi, c'est absolument pas un vol. Il est encore une fois dans des standards exceptionnels. Mais je trouve que son rendement en play-off a quand même été très nettement diminué. Il y a une grosse chute au niveau des pourcentages au tir, une grosse chute au niveau des pourcentages à 3 points. Alors certes, Rudy Gobert est un excellent défenseur, mais voilà, avoir autant de difficultés à être un peu plus propre au scoring, je trouve que c'est quand même limite une faute professionnelle dans le rang de Jokic. Il tournait à moins de 20% à 3 points, avec quand même 4, 5 ou 6 tirs pris par match. Donc c'est quand même un peu beaucoup. Et puis ce que j'ai pas aimé non plus dans cette série de Jokic, c'est l'impact défensif. Alors oui, Nikola Jokic ne sera jamais quadruple défenseur de l'année comme Gobert, n'a pas non plus les qualités défensives dans Hakeem Olajuwon, mais il faut parfois savoir faire les minima. Et puis je trouve que c'est un petit peu, en quelque sorte, une manière de montrer ton leadership aussi. Et Jokic, comme je le disais en introduction, avec la Serbie, au final, ça répond pas toujours présent dans les grands tournois. Là, ici, il était attendu. Il y avait en plus, effectivement, eu un peu plus de pression avec les blessures d'Anthony Edwards et de DiVincenzo. Et je trouve qu'il s'est un petit peu effacé. Et donc, du coup, Minnesota en a parfaitement profité, malgré avoir aligné les 8, 9e et 10e hommes de la rotation avec les blessures. C'est une équipe qui en a profité pour aller scorer énormément à l'intérieur, qui a toujours inscrit plus de 100 points dans les matchs. Et là, au bout d'un moment, je pense que Jokic, il faudrait peut-être quand même aussi savoir faire un petit peu les efforts, un petit peu, parfois un peu mieux se placer, être un peu plus agressif au rebond, un peu plus agressif dans la contestation, être un peu plus mobile. Voilà, effectivement, l'attaque, c'est important, mais on le dira toujours en NBA, dans les sports de manière générale. La défense fait gagner des titres. Et donc, il y a peut-être aussi un petit peu au niveau de Jokic, un petit travail psychologique et d'envie pour faire un petit peu plus d'efforts. Moi, en tout cas, je lui reproche ce côté-là. Je ne sais pas si, en conclusion, en gros, tu partages aussi un petit peu ce point de vue. C'est clair que c'est peut-être un peu dur de venir dire qu'il joue pour lui, parce qu'on le voit, il est en triple-double depuis des années maintenant, en limite... En moyenne sur une régulière. Donc dire qu'il joue que pour lui, je pense pas, puisque on le voit, il sait quand même faire développer ses coéquipiers. Maintenant, c'est vrai que en termes de leadership, est-ce que dans le vestiaire, c'est réellement le gars que tu as envie de suivre? Est-ce que c'est réellement le gars qui va venir dire bon, maintenant focus, Jamal, tu dois rentrer tes paniers, Christian Brown, tu dois venir faire des appels dans la raquette, tu dois couper. Est-ce que c'est réellement ce gars-là? Je ne sais pas, d'autant plus qu'on peut mêler de l'extra-sportif. Je pense qu'il est déjà en Serbie en train de faire du poney. Donc, est-ce que c'est réellement, effectivement, ce qu'on attend de son franchise player en tant que leadership? Peut-être pas. Alors, je ne sais pas si Denver fera une Dallas avec comme ils l'ont pu le faire avec Doncic en disant bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries et sinon, on te trade. Je ne sais pas si Denver prendrait ce risque-là, puisque, comme tu l'as dit, aller chercher un gars du calibre de Jokic en transférant des joueurs, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est vraiment une situation assez compliquée qu'il y a autour de Denver et de Jokic, parce que
Est-ce que si tu trouves d'autres joueurs de compensation, on l'a vu, bah, t'as tradé tout simplement Michael Porter Jr., bah, au final, le trade qui est peut-être pas forcément gagnant. Donc, est-ce que c'est réellement l'effectif qui est autour de Jokic qui pose problème, ou est-ce que c'est peut-être Jokic qui pose problème? Donc, parce que quand on parle effectivement de marché un peu plus compliqué, bah, Minnesota, on ne peut pas dire que c'est le plus beau marché non plus. Ça a toujours été très compliqué aussi du côté de Minnesota. Bah, c'est pas pour autant qu'ils ont une équipe dégueulasse. On le voit, il y a du Jaden McDaniels. Avant ça, il y avait du Dyson Daniels qui est parti désormais. Donc, il y avait quand même des role-players qui avaient envie. Et je pense que ça, par exemple, Anthony Edwards, je l'ai répété plusieurs fois dans l'émission, dans des vidéos, tout simplement, Anthony Edwards, tu as envie de le suivre. Alors oui, c'est une grande gueule, c'est un gars qui va dire qu'il est meilleur que Michael Jordan s'il le faut, mais dans un run de playoff, on le voit, les Timberwolves, Anthony Edwards n'était pas sur le terrain, mais c'est pas pour autant qu'ils ont lâché, parce qu'ils se sont dit, oui, Anthony Edwards, il faut qu'on continue, il faut qu'on joue pour lui, parce que si on passe le prochain tour, il sera là, il sera présent, et on va aller taper les Spurs. Et je pense que cette mentalité-là, on l'a pas du côté de Denver, parce que Jokic n'est pas comme ça, clairement. Donc, maintenant, avoir peut-être un vétéran à côté de Jokic, un peu en mode meneur de troupe, pourquoi pas, pour encadrer un petit peu peut-être plus ce vestiaire-là. Mais c'est clair que si ils veulent jouer ce jeu-là et que garder Jokic comme le centre de leur univers, soit il va falloir dire à Jokic, effectivement, il faut que tu prennes un peu plus de responsabilité, ne fût-ce que dans le vestiaire. Et c'est montrer un peu plus de leadership sur le terrain là aussi, puisque oui, il est excellent, il peut faire tout ce qu'il veut, mais ce qu'il dégage, et c'est pour ça que moi c'est pas un joueur que j'apprécie, parce que ce qu'il dégage ne donne pas envie d'aimer ce qu'il fait, personnellement pour moi. Donc c'est là où aussi du coup ça coince pour moi de me dire que oui, effectivement, Jokic n'est peut-être pas le meilleur leader qu'on peut avoir dans un effectif. Donc peut-être plus procéder par quelques petites retouches. Faute effectivement un petit peu à la photo marché et au fait que tu auras du mal à vraiment attirer un grand free agent. C'est que dans le style un petit peu joueur un peu aboyeur comme ça et charismatique, quand je vois un petit peu un Marcus Smart du côté des Lakers qui revit un petit peu cette saison, c'est ce genre de joueur qui peut potentiellement effectivement mourir pour son leader, faire parfois le petit play défensif qui peut quand même te permettre d'aller gratter un ballon, qui est capable aussi de mettre un petit tir ou l'autre de temps en temps. C'est vrai que d'aller choper ce style de joueur, pourquoi pas, ça pourrait peut-être permettre aux Nuggets d'avoir une petite arme en plus au moment d'aborder les playoffs. Sinon, tu peux peut-être quand même essayer de tâter le terrain, voir ce que tu pourrais récupérer pour un Jamal Murray ou un Aaron Gordon. C'est eux qui ont, je pense, quand même les plus grosses valeurs marchandes dans ton effectif. Tu pourrais peut-être finalement te retrouver avec un effectif un petit peu plus complet autour de Jokic. Ce serait peut-être ça. Donc, du coup, les gros dossiers de l'été, on va suivre, bien sûr, cela de près. On va se retrouver, en tout cas, très vite pour la partie 2, parce qu'on a parlé de Jokic, mais il nous reste quand même, bien sûr, le cas Connor McDavid. On a pas mal de choses à dire. Mais bien sûr, on compte sur vous avant cela pour vous abonner à notre chaîne, à liker et à commenter si ce n'est déjà fait. À très vite pour la partie 2. Ciao, ciao.